D'abord Trump qui pavoise ce soir en disant super accord et il félicite même ce qu'il appelle le nouveau régime à Téhéran. Nous nous entendons très bien avec l'Iran. Ils ont une nouvelle équipe de leaders. La première n'est plus là, la deuxième non plus. La troisième est vraiment très intelligente et forte. Nous avons fini par conclure un accord. Je regrette les frappes des derniers jours. Je pensais devoir reprendre les bombardements, mais nous avons conclu l'accord avant que cela n'arrive. Beaucoup de grandes choses vont se passer au Moyen-Orient. Gérard Haro, super deal, dit Trump. Et il annonce même en quelque sorte un nouveau Proche-Orient. Comment l'entendez-vous ? D'abord, il faut savoir... d'abord, il y a évidemment maintenant un combat pour le narratif. C'est évident que Donald Trump va dire « j'ai gagné », et il le fait avec beaucoup de talent et je dirais même une certaine impudence. Donc, il va dire « j'ai gagné ». Donc, maintenant, nous devons regarder l'accord. On n'en connaît que les grandes lignes. Donc, lorsqu'il va être signé, on va voir. Et ensuite, il faudra estimer quel était le rapport entre les objectifs américains et cet accord, et pour en deviner aussi les conséquences. Parce que il va y avoir des conséquences de long terme, et surtout pour moi les plus importantes, ce seront celles qui concernent évidemment le Golfe. Quel va être le nouveau rapport de force dans le Golfe ? Je vous rappelle qu'on l'appelait Golfe Persique, et je pense qu'on va avoir de bonnes raisons de l'appeler Golfe Persique dans l'avenir. Thierry Breton sur cette antenne disait on sous-estime toujours à quel point pour Trump une grande partie de l'équation c'est la bourse, c'est les résultats à la bourse. Regardons, et évidemment ils s'en vantent ce soir, il l'a dit à côté d'Emmanuel Macron, il dit regardez mes bourses évidemment vont très très bien, le S&P 500, les valeurs américaines où effectivement on voit l'encoche faite par l'histoire des tarifs, là il a perdu du terrain, mais ensuite ça monte et maintenant c'est en train de remonter. Pour Trump, la réalité, c'est aussi ça. Alors, la réalité pour Trump, c'est aussi ça, vous avez raison, mais c'est aussi le prix à la pompe, de l'essence à la pompe, donc on le verra. Puis ça va être aussi l'inflation. Et particulièrement ce que va faire la Fed. Vous avez vu que la Banque Centrale Européenne, qui anticipe une reprise de l'inflation, a augmenté son taux directeur de 25 points. La Fed va devoir également le faire. Et alors ça, pour Trump, c'est capital. Il a nommé un nouveau président de la Fed dans l'espoir que l'on baisse les taux. Cela étant, tous les signaux de l'inflation sont quand même au rouge. Donc on verra. Alors évidemment qu'aujourd'hui, il va dire, vous voyez bien, la bourse, c'est bien, mais la vraie conséquence économique, on va la voir dans les mois qui viennent. Et ce sera donc au mois de novembre, lorsque les électeurs américains iront aux urnes, que ce sera le jugement économique de ce qui s'est passé. Il y a ce mot de Biden qui est fantastique, très intéressant. Quand Ben Laden est tué, il dit Ben Laden est mort et General Motors est plus vivant que jamais. Que ce soit Biden, que ce soit Obama, que ce soit Trump, est-ce qu'il y a une continuité américaine de se dire l'empire ment, trafique, fait des manœuvres, envahit illégalement l'Irak, etc., fait tout ça, mais malgré tout, on progresse. Non, mais le problème de la bourse pour les Américains est évidemment très différent du fait du système des retraites. Leur système de retraite est fondé sur la bourse. Moi, je me rappelle, lorsqu'il y a eu la crise de 2008, la bourse avait vraiment baissé de 30%. Moi, j'avais eu des amis américains qui m'avaient dit « Nous ne pouvons pas partir à la retraite ». Parce que tout simplement, ils avaient perdu 30% de leur capital. Donc pour les États-Unis, il ne faut pas y chercher des visions ou des cynismes particuliers. C'est que des dizaines de millions d'Américains dépendent de la bourse pour leur avenir, pour leur retraite. Alors évidemment, ça prend une importance parfois démesurée, mais en tout cas plus importante qu'en France. Est-ce que l'aspect Israël versus Iran et vice-versa va faire capoter tout ? On reçoit des informations sur le fait que des missiles en direction des forces israéliennes ont été tirés, sont dans le ciel israélien. On va y revenir puisque ces informations sont en train de se préciser, mais avant ça, Père de Young, moi je t'ai frappé au début de cette émission, vous disiez Trump sort par le haut. Vous avez une vision, disons, plus optimiste pour les Américains. Pourquoi ? En fait, parce que les Américains communiquent extrêmement bien. Donc, toute la machine de communication américaine va se mettre en route. Ils vont recréer l'histoire et ça tombe très bien. Il y a son anniversaire. Il va y avoir ils vont dire le 50e anniversaire des États-Unis. L'été va arriver là-dessus. En fait, ils vont préparer les élections. En fait, je pense que il y a encore une semaine, ils pariaient pas un copec, comme on dit à Moscou, sur la réussite ou en tout cas sur des élections de novembre ou des midterms qui soient favorables. Aujourd'hui, j'imagine qu'ils peuvent
peuvent penser à une espèce de simili-victoire ou une simili-défaite. En fait, ça va être moins catastrophique qu'il l'imaginait. Donc en fait, il se remet sur un autre modèle. Donc en fait, s'il gagne les élections, les mid-terms, même de façon extrêmement moyenne, il a tout gagné. Et je pense qu'il mise là-dessus. Le deuxième point, c'est qu'on va tous nous oublier. Pourquoi on va tout oublier, nous tous? Parce que le prix du pétrole va descendre. L'ensemble de la planète considère aujourd'hui qu'il faut que le prix du Hormuz s'ouvre et le prix du pétrole baisse. S'il fait ça, demandez à Madame Michu qui fait son plein dans sa 4 chevaux pour aller faire ses courses, lorsqu'elle aura le prix du carburant à 1,50, elle sera parfaitement contente. Donc en fait, on va oublier tout ça assez rapidement parce que le prix du carburant a baissé. En fait, c'est la grande peur des bien-pensants, comme disait Bernanos, et en fait, on est vraiment dans cette espèce de peur rétroactive. Le prix va baisser, on va trouver des solutions politiques et comment dire et psychologiques, et en fait, ça va avancer. Encore une fois, Trump, on va vite oublier. Maintenant, il a 80 ans, il aurait 2 ans de pouvoir, pas plus que ça. Par contre, c'est J.D. Vance que vous avez montré tout à l'heure qui lui doit aiguiser son discours. Des missiles dans le ciel iranien. Pour l'instant, c'est très lacunaire. C'est Al Jazeera qui donne ça. Lancement de 3 missiles en direction des forces israéliennes. On verra ce que ça recoupe exactement. Mais en tout cas, Israël, ce soir, est furieux. Le changement de ton en Israël est total à l'égard de Trump. Ça, évidemment. Ils avaient réussi à persuader les Américains de faire ce dont rêvait Benjamin Netanyahou personnellement depuis des années, une opération militaire sur l'Iran. Et là, on les lâche en plein milieu. Et d'ailleurs, ce qui va être capital, ça va être capital dans les heures qui viennent, peut-être, en tout cas, même avant la signature officielle du 19 juin, c'est que va faire Israël au Liban. Parce que le Liban fait partie de l'accord. Et je doute qu'Israël ne respecte l'accord au Liban. Donc, et si Israël continue ses opérations militaires au Liban, que va faire l'Iran ? Que va faire l'Iran ? L'Iran va aller voir les Américains en disant « Vous voyez bien, vous ne respectez pas l'accord ». Et que va faire Trump ? Donc il va y avoir toute une dramaturgie israélo-irano-américaine dans les jours qui viennent. Trump s'est battu comme un lion pour retenir le bras des Iraniens et des Israéliens. Ces dernières heures, il a fait chauffer le téléphone portable. Il dit qu'il a appelé les Israéliens pour dire non, n'en faites pas trop au Liban. Il a appelé les Iraniens. En particulier, il est obsédé par les immeubles. Il dit tirez si vous voulez un peu dans le sud de Beyrouth, mais vous ne faites pas tomber des immeubles entiers. Alors, le plus probable, c'est que les Israéliens arrêtent les bombardements sur Beyrouth, mais gardent tout le sud. Alors, de nouveau, c'est pas seulement une occupation du Sud, parce que ils ont occupé le Sud de 1982 à 2000, mais c'est qu'ils ont expulsé la population et ils rasent tout. Donc, vous avez des centaines de milliers de malheureux Libanais qui ont dû partir, et je pense que les Israéliens vont rester là. Est-ce que la colère de Trump est feinte ou est-ce qu'elle est réelle ? On va voir s'afficher la déclaration, comme ici à LCI, on est très convenable, on met des prix, vous savez, comme la putain respectueuse, avec des petites étoiles, putain de Sartre. Pourquoi Bibi a-t-il lancé cette putain d'attaque, fucking attaque J'étais furieux, il n'a aucun putain de jugement. D'après vous, est-ce qu'une colère un peu jouée ou est-ce que vraiment il est fâché ? Non, il est en colère. Il est vraiment en colère. Trump, le seul critère de Trump, c'est Trump. Et donc, qui que ce soit qui s'oppose à sa volonté est méchant et ne compte pas, et que ce soit Israël ou n'importe qui. Et donc, voilà, dans cette affaire, il est absolument furieux contre Israël. Ça dément quand même la théorie de ceux qui disaient Trump n'est qu'une marionnette de Netanyahou. Moi, je n'ai jamais cru que c'était une marionnette. Je ne l'ai jamais dit. Trump n'est pas une marionnette de quiconque. Peut-être que Netanyahou l'a convaincu qu'une opération contre l'Iran était une bonne idée, mais en tout cas, ce n'est certainement pas une marionnette. Il est beaucoup trop narcissique pour être une marionnette. Et il est l'élu des Américains. Il n'est pas l'élu des Israéliens. Donc c'est normal qu'il défende les intérêts américains. En même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, si le conflit dure au Liban, ce qui, à mon avis, risque d'arriver, alors il sera moins visible, moins aérien, moins de bombardements, etc. Mais je vous rejoins à 100%. Il y aura une présence israélienne au Liban d'une façon ou d'une autre. Alors ça créera de la tension. Mais ça, c'est plutôt une bonne idée une bonne nouvelle pour les Iraniens. Pourquoi ? Cela permettra en fait de ralentir la discussion, parce que là, on entre dans une discussion. Le MOU, c'est le point de départ d'un débat, d'une discussion. Donc en fait, si ça se fait pas au Liban, il y aura un ralentissement. On aura des problèmes pour avoir on peut dire, mettre en place un mémorandum sur le nucléaire, sur la balistique, etc. Donc en fait, ça va traîner pendant des années. Moi, je suis intimement convaincu que ces discussions entre les Iraniens et les Américains, en tout cas le reste de la planète, va durer un certain temps. Les 60 jours, ce n'est que le début d'une histoire. Et encore une fois, je pense que Israël au Liban, ça va être le curseur qui va permettre aux Iraniens, en fait, de gagner du temps.
Netanyahou a une droite, hein. Ben Gvir, furieux. Ben Gvir, c'est l'extrémiste israélien. Smotrich, furieux. Je les cite. Israël continuera de combattre. Il faut détruire les maisons libanaises, disent Ben Gvir et Smotrich. Oui, non, mais il va y avoir de nouveau. En plus, Netanyahou va aux élections aussi, donc il a des élections. Il va donc devoir donner des gages à son ultra-droite, hein, et donc c'est pour la raison pour laquelle je pense qu'il ne peut pas évidemment quitter le Liban. Ils vont garder au minimum la zone de sécurité. C'est ce que disait d'ailleurs son ministre de la Défense, hein, Katz. Ils vont garder et donc de nouveau, ça donne des bonnes raisons aux Iraniens de soutenir le Hezbollah, donc c'est le Liban qui va payer, hein, comme d'habitude, c'est le Liban qui va payer entre l'Iran et l'État d'Israël. Un autre point, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur les 60 jours. Ça n'a aucun intérêt. Mais vous pouvez l'oublier. Ils vont négocier, parce que si, il suffit d'ailleurs de se poser la question par l'absurde. Disons, au bout de 60 jours, il n'y a pas d'accord, donc la guerre reprend. Est-ce que vous pensez que le 19 août ou le 20 août, Donald Trump va relancer la guerre? C'est évident que c'est fini. Il n'y aura pas plus de guerre, il n'y aura plus d'affrontement, en tout cas avec les Américains, et la négociation, ça va perdre. Et les Iraniens sont très bons pour faire ça. J'ai dû négocier pendant des années avec les Iraniens, et je le sais. Ce sont des négociateurs insupportables. Est-ce que c'est vrai? Comment? Ce sont des négociateurs insupportables. C'est très compliqué. Très bon. Ça veut dire très très bon. Ils sont très bons, donc insupportables pour les autres, mais ils sont stratégiques. Mais on le voit dans cette affaire, parce que quand même, évidemment, je pense que ça peut paraître anecdotique pour tout le monde, sauf pour un diplomate. Mais le fait que lorsque Trump a dit on va signer aujourd'hui, moi je pouvais vous dire immédiatement si j'avais été sur ce plateau. Ils ne vont pas signer aujourd'hui. Parce que jamais, quand vous êtes dans une négociation, vous acceptez qu'on vous dicte le moment de la signature. Expliquez ça. Si j'ai bien compris, ils ont attendu minuit 45, heure de Téhéran, juste que ça dépasse pour un dernier pied de nez à Trump. Totalement. On ne fait pas votre anniversaire. Évidemment qu'ils ne vont pas faire ce cadeau à Trump, parce que Trump, le jour de son anniversaire, aurait dit, vous voyez bien, j'ai apporté la paix au monde. Donc jusqu'au bout, ils ont imposé leur volonté. C'est dans le bras de fer, à l'évidence, c'est eux qui ont imposé leur volonté à Donald Trump. Alors, je dirais aussi peut-être en réaction en ce qui concerne le prix de l'essence et du pétrole, il ne va pas du tout baisser, hein, parce que les États-Unis et la Chine vont devoir remplir leur stock stratégique qu'ils ont vidé. Vous avez d'ailleurs noté que les pétroliers ne repartent pas du tout, parce qu'en réalité, on oublie une chose. Attendons vendredi. Attendez, on oublie une chose, c'est les compagnies d'assurance. Il faut donc que les compagnies d'assurance acceptent que les bateaux donc il va falloir le déminage, etc. Le temps que les bateaux arrivent, nous entrons pour au moins 6 mois dans une zone de haut prix du pétrole.